Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par le Carnot Art. Il s'agit d'une série de webinaires dont le numéro 2 qui a lieu à ce jour est dédié au composite thermoplastique avec une série de 3 interventions. Une introduction qui sera donnée par moi-même. Je m'appelle Yves Groens, je suis professeur à l'Université de Bretagne Sud et au laboratoire IRDL. Et mon intervention sera suivie par 2 interventions de mes collègues qui se présenteront à leur tour. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Alors, le sujet que nous allons traiter correspond à une volonté de faire de la sensibilisation aux matériaux composites thermoplastiques. Nous allons commencer par cette présentation qui concerne un certain nombre d'avantages connus, reconnus, des matériaux composites thermoplastiques et leur capacité d'appropriation dans le domaine industriel. Voici une première présentation synthétique sur les avantages et le pourquoi utiliser aujourd'hui les composites thermoplastiques. La source est de la société Daher, donc dans le domaine de l'aéronautique, qui travaille depuis plus d'une dizaine d'années à la substitution de matériaux métalliques ou thermodurcissables par ces composites thermoplastiques. Alors les avantages que l'on peut voir et qui sont présentés ici sont tout d'abord, dans l'entrée actuelle, une opportunité environnementale importante, surtout sur la notion de recyclabilité relativement facile de ces matériaux, l'absence de date de péremption, hein, de date limite de consommation de ces matériaux et la possibilité, bien sûr, de les réparer et le stockage qui, effectivement, est important, qui ne nécessite pas des températures très basses. Donc, des aspects environnementaux indéniables dans l'utilisation de ces matériaux composites thermoplastiques. La grande diversité de ces matériaux aujourd'hui qui peut se montrer ici sur la capacité à produire aujourd'hui au stade industriel des semi-produits utilisables industriellement faits de matériaux plastiques, thermoplastiques haute performance, qui sont connus depuis très longtemps et qualifiés aujourd'hui dans le domaine de l'aéronautique, mais qui sont, et on ne le nions pas, relativement coûteux, mais développés aussi pour d'autres domaines industriels, notamment l'automobile, des plastiques techniques, voilà, typiquement des polyamides renforcés avec des fibres bien connues, verre, carbone ou autres, mais aussi une capacité aujourd'hui à proposer des semi-produits transformables relativement peu chers à partir de bases thermoplastiques standards, type polypropylène, polyéthylène, là aussi renforcées avec des fibres de verre ou de carbone. Donc, cette possibilité aujourd'hui d'avoir une diversité dans les propriétés, les performances et encore une fois la soudabilité de ces matériaux. Ces matériaux, bien sûr, thermoplastiques sont aujourd'hui processables par des procédés automatisés avec des temps de production relativement faibles, une hybridation potentielle de ces procédés, ce qui leur donne une grande souplesse pour essayer d'atteindre des coûts relativement bas de production. Donc ça fait partie effectivement des avantages de ces thermoplastiques. La tendance, effectivement, relativement lourde et de l'évolution de la proportion de composites produits à l'échelle internationale des thermodurcissables vers toujours plus de thermoplastiques. On voit que les chiffres clés, les études prospectives sont à peu près tous cohérentes et vont dans ce sens. Donc, des tendances lourdes dans certaines filières industrielles, capacité à faire de la grande pièce, comme ça vous est schématisé ici, avec la capacité de venir souder un certain nombre de renforts, d'inserts, de rigidificateurs, voilà, locaux. Donc, ça fait partie effectivement des qualités importantes de ces composites. On voit que les cadences et les propriétés des thermoplastiques en comparatif avec des composés plus classiques que sont les thermodurcissables, on est à des niveaux de performance tout à fait similaires, mais avec des cadences potentiellement de productivité que l'on peut atteindre un petit peu supérieures, simplement encore une fois par la capacité à automatiser, à robotiser et à hybrider les procédés. C'est ce qu'on fait, par exemple ici le CETIM, sur cette ligne dite QSP qui correspond à de l'hybridation d'un certain nombre de process sur lequel l'idée est effectivement de gagner du temps de production.
Le recyclage, lui aussi, du thermoplastique composite est important. Et voilà, par exemple, le CETIM a aussi beaucoup travaillé sur la capacité à automatiser ces processus de recyclage pour les rendre industriels. Et ça fait partie du processus d'acceptabilité aujourd'hui de ces composites. Certaines études nous montrent aujourd'hui que les besoins en compétences des entreprises dans le domaine du composite évoluent, et c'est une bonne chose, et c'est une belle chose d'essayer de raisonner à long terme sur les besoins. Et on voit que les compétences qui sont nécessaires à la transition vers le thermoplastique, en fait, concernent une bonne part de vos préoccupations, des préoccupations industrielles, sur les besoins de nouveaux procédés de transformation, les technologies robotisées, les réglementations, bien sûr, liées au composite, on en a parlé, et puis, bien sûr, l'utilisation plus massive du thermoplastique. Donc, il y a des besoins et une prospective intéressante à avoir sur l'évolution des compétences pour accompagner cette transition vers le thermoplastique. Voilà ce qui en était pour l'introduction, et je passe la parole à mon collègue Guillaume Micler-Garnier. Bonjour à tous, merci pour cette introduction Yves. Je suis Guillaume Micler-Garnier, je suis maître de conférence au laboratoire PIM à l'École des Arts et Métiers à Paris. Et je vais donc vous parler brièvement de composites thermoplastiques en insistant sur l'aspect haute performance. Et je vais un peu me centrer sur le passage de la mise en œuvre, de la fabrication aux propriétés. Alors, comme l'a rappelé Yves, un des avantages potentiels par rapport au composite thermodure, c'est le fait qu'on s'affranchit d'une réaction chimique, donc de réticulation, qui se passe en même temps que la mise en œuvre, ce qui permet d'avoir donc une plus grande stabilité au stockage, des cadences de production potentiellement supérieures et dans un registre plus éco-responsable, de pouvoir travailler sur le recyclage et d'avoir des opérations possibles de soudage pour assembler les pièces ou de réparation plus facile. Bien sûr, se posent aussi des problématiques, donc la question du coût aujourd'hui pour la production en masse de ces matériaux et le fait que, comme on s'intéresse à des thermoplastiques, on va avoir des fonctionnements à haute température. On va avoir le passage par un état fondu à haute température qui va amener des hautes viscosités. Et ces hautes viscosités vont potentiellement créer des problèmes au niveau de l'imprégnation des fibres, de la mise en œuvre de façon générale. Alors aujourd'hui, en termes de choix des matériaux, si on regarde des applications, on va dire, standards, dans l'automobile, par exemple, on va surtout travailler avec du polyamide, comme l'a rappelé Yves. Donc, plusieurs types de polyamide possibles, le PA6, le PA66 ou encore le PA11. Et en général, ces matériaux-là ces polymères-là vont être renforcés avec des fibres de verre, souvent courtes, donc à peu près 35% en masse, 30-35%. Et ces matériaux-là vont avoir une bonne tenue thermomécanique suffisante pour être, par exemple, utilisés sous capot moteur, vont permettre de générer des pièces de forme complexe sur lesquelles je reviendrai un peu dans la suite. Ensuite, il y a deux approches possibles. Soit on va vers une approche de réduction des coûts et donc on va essayer de substituer le polyamide par le polypropylène, avec des problématiques donc, de tenue thermomécanique qui sont un peu moindres, mais une plus grande stabilité vis-à-vis de certains éléments extérieurs, comme l'hydrolyse par exemple. Si on veut au contraire aller vers les plus hautes propriétés, on va utiliser des polyamides aromatiques, par exemple le polyphthalamide. Le fait de rajouter des cycles aromatiques dans la chaîne va amener des meilleures propriétés thermomécaniques. Cette stratégie-là de rajouter des noyaux aromatiques dans la chaîne, c'est également ce qu'on va faire quand on veut faire des composites à haute performance. Et quand on va vouloir choisir la matrice, on va s'orienter assez naturellement vers la famille des PAEK, polyaryl et tercétone, avec les deux grands sous-polymères de cette famille qui sont le polyéther-éther-cétone et le polyéther-cétone-cétone, donc le PEC et le PIC, l'un étant produit majoritairement par Arkema et l'autre par Victrex. Ces deux polymères-là, qui sont assez voisins, comme vous pouvez le voir, ont une très haute
TG et une très haute TF, donc température de transition nitreuse et température de fusion, qui leur permettent d'avoir une très grande stabilité thermomécanique. Et en général, donc la stratégie est un peu différente de ce qu'on fait dans l'automobile. On va plutôt utiliser des fibres de carbone, donc avec des meilleures propriétés que les fibres de verre, et on va utiliser des fibres de carbone longues ou continues qu'on va mettre jusqu'à 60% en masse, contre 30% pour les fibres de verre. Le fait est que du coup, la résine, le polymère, sert plutôt de liant pour ces fibres, là où il était le constituant majoritaire dans le cadre des polyamides. Alors, pour le PA renforcé à 30% en masse dans fibre de verre, en général, on peut utiliser des outils de mise en œuvre standard des thermoplastiques, typiquement l'injection, comme est présenté ici, en utilisant des mélange-mètres, c'est-à-dire des granulés dans lesquels le renfort, la fibre de verre, est déjà prédispersé dans la matrice. Comme on est à des très forts taux de fibres dans le cadre des composites à haute performance, cette stratégie-là n'est pas possible pour les PAEK renforcés par fibre de carbone. Et dans ce cas-là, on va utiliser plutôt une stratégie basée sur l'utilisation de pré-imprégnés ou nappes. Donc, ce sont des éléments d'épaisseur submillimétrique que l'on va venir superposer, soit manuellement, soit automatiquement, en jouant sur la direction des fibres. Puis ensuite, on va devoir réaliser une opération de consolidation, c'est-à-dire souder entre ces différentes nappes pour avoir notre matériau d'épaisseur finale avec un taux de vide, un taux de porosité suffisamment faible pour avoir les bonnes propriétés mécaniques. Donc, il faut passer par un cycle de consolidation. Et aujourd'hui, à la fois ce procédé automatisé et ce cycle de consolidation sont des sujets d'étude. Les compétences de l'Institut Carnot-Art, donc sur ces matériaux composites, se placent à toutes les échelles. Donc à la fois au niveau du procédé, par des expérimentations à l'échelle pilote ou laboratoire, on peut développer des procédés innovants. Par des outils de simulation, on va pouvoir simuler les écoulements ou la consolidation. Les compétences sont à la fois aussi au niveau de la caractérisation de la structure, par exemple la structure cristalline dans ces matériaux, que ce soit par des outils de microscopie ou de diffusion aux petits angles ou aux grands angles. Et ensuite, des outils de caractérisation des propriétés, notamment des propriétés mécaniques, que ce soit en statique ou en fatigue, des outils de corrélation d'images ou d'étude des propriétés mécaniques. On s'intéresse également à la durabilité, donc l'évolution de ces propriétés mécaniques au cours du temps dans les conditions d'usage, par exemple en fonction de la température, de l'humidité, etc. Et l'élaboration de modèles cinétiques qui permettent de faire de la prédiction de cette durée de vie. Et puis, on commence à s'intéresser aux aspects de recyclage et comment on peut réutiliser donc ces matériaux, refaire des pièces en adaptant les procédés, etc., etc. Très brièvement, donc je vais parler de deux projets en cours au laboratoire PIM. Donc le premier, c'est le projet EcoPass. Donc c'est un grand projet financé par le plan investissement d'avenir et la BPI, qui inclut une quinzaine d'industriels et de laboratoires qui cherchent justement à travailler sur une optimisation du placement automatisé des nappes dont j'ai parlé, et surtout sur l'élaboration d'une consolidation hors autoclave qui permettrait de faire des pièces de très grande dimension, plus grandes que les composites thermodurs, où on est pénalisé par le fait qu'on doit utiliser ces autoclaves pour contrôler en pression, notamment le cycle de consolidation de ces composites. Donc, on va mettre en place des outils pour la caractérisation de la consolidation des composites via ces procédés hors autoclave, à la fois au niveau de la microstructure. On va chercher à déterminer en fonction du procédé, des conditions de procédé, le taux de fibre, leur dispersion, leur distribution, leur orientation, et également le taux de cavité. On va également caractériser par des expériences ad hoc les propriétés rhéologiques et mécaniques pour faire le lien avec la microstructure et donc avec les paramètres procédés.
c'est celui de la soudure de composite. Ici, je reviens au composite utilisé dans l'automobile, donc plutôt polyamide. Je prends l'exemple d'une pièce qui est le répartiteur d'air, qui était fait initialement en aluminium, mais que depuis quelques dizaines d'années, on fabrique par injection de polyamide renforcé par des fibres de verre. Comme la géométrie est, vous le voyez, très complexe, on ne fait pas cette pièce en une étape, mais en deux étapes. On va faire les deux parties du répartiteur que l'on va venir ensuite souder. Et au niveau du cordon de soudure, on a des propriétés mécaniques plus faibles, notamment en ce qui concerne l'élongation à la rupture, plus que le module. Du coup, on a une contrainte à la rupture plus faible et on a cherché à comprendre d'où venait cette contrainte plus faible à la rupture dans la zone soudée. Pour cela, on a montré que la microtomographie à rayons X était une bonne technique. C'est une technique qui permet de faire donc une série de radiographies X du matériau en volume, c'est non destructif. Et comme on va faire environ 2000 images sur une épaisseur d'1 millimètre, on peut reconstruire une sorte de radiographie à 3 dimensions de notre échantillon. Et on voit ici dans cet exemple la zone soudée. Donc on peut voir dans la zone soudée l'apparition de cavités, mais aussi la réorientation des fibres dans cette zone soudée. Et donc, on peut ensuite caractériser donc, la réorientation des fibres que l'on voit ici dans cette petite vidéo. Et on peut la caractériser. On peut également caractériser la proportion des fibres dans la zone soudée. On voit qu'on a des fibres qui arrivent dans la zone soudée lors de l'opération de soudure. Et on peut caractériser la proportion de cavités dont on voit qu'elle est largement plus importante dans la zone soudée qu'à l'extérieur de cette zone soudée. Et ensuite, on peut corréler donc, tous ces éléments microstructuraux qu'on a déterminés quantitativement de façon fine aux propriétés mécaniques pour essayer de déterminer des mécanismes d'endommagement ou de rupture. Et je crois que je m'arrête là. Et je passe la parole à Antoine pour la dernière partie de ce séminaire. Merci. Ok, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le deuxième speech de ce webinaire donc, qui concerne l'impression 3D de matériaux composites avec quelques descriptions concernant la logique qu'il faut avoir concernant ou les hypothèses que l'on peut imaginer pour développer les matériaux de demain grâce à ces nouveaux procédés. Donc, plutôt fabriquer ce qu'on imagine plutôt que d'imaginer ce qui va être possible de fabriquer. Donc, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Alors, pourquoi se pencher vers l'impression 3D finalement? Alors, dans un premier temps, si je regarde les opportunités scientifiques et techniques, le premier point, on va dire favorable et qui ouvre un paquet d'opportunités, c'est le contrôle de la microstructure et la possibilité, en fait, de contrôler les propriétés locales. Donc, si on regarde sur la figure à gauche, donc on va avoir matériau B, matériau A. Donc, on est sur une distribution tout à fait, on va dire, assez conventionnelle. On peut avoir, grâce à la fabrication additive, la possibilité de passer graduellement d'un matériau A à un matériau B en changeant de type de matériau pendant l'impression. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait original, qui était assez compliqué de faire auparavant. Si je regarde également sur la figure sur la droite, on est sur la logique d'empilement de stratifié, on va dire conventionnel, dans lequel on va avoir dans le plan de stratification une rigidité qui est constante, d'accord, puisqu'on a un pli qui définit la rigidité équivalente. Bon. Avec la fabrication additive, on change de façon d'imaginer ou de concevoir. C'est que si je veux faire, par exemple, des variations de rigidité dans le plan, eh ben, je vais pouvoir, sur la droite, proposer des distributions d'orientation de manière locale et à ce moment-là, proposer des matériaux qui disposent de ces propriétés originales. Donc, ça laisse une liberté de design qui est assez importante. Autre point, la possibilité d'aller sur des géométries complexes. Alors là, la petite vidéo qui tourne, c'est de quelle manière on vient développer des panneaux sandwich, par exemple, dans lesquels on vient faire les peaux, on vient faire la structure cellulaire, et puis on va refaire une peau par-dessus. Alors, c'est juste un exemple, hein, mais ça montre clairement qu'on peut redéfinir finalement les structures cellulaires. Puisque là, moi, la cellule, je la dessine simplement
par rapport à ma conception et mes outils de conception. C'est-à-dire mes outils de conception peuvent s'arrêter par exemple sur des moyens d'optimisation topologique qui vont me donner le bon format de cellule, le bon type de cellule, le bon motif, et je vais pouvoir derrière l'imprimer. Donc on ouvre carrément le champ des possibles en termes de design et en termes de fabrication derrière pour les matériaux de demain. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Ça réduit également les défauts que l'on peut avoir sur les méthodes soustractives. Alors, le problème des composites, c'est les perçages que l'on peut faire. Hein. Ici, deux exemples. Hein. Un exemple qui vient de la JAXA, dans lequel on a cette problématique de défaut. Alors, ici, ce que l'on vient faire, plutôt que de percer le matériau, on va venir draper autour de ce cercle-là, de cette zone circulaire, et on va réduire les concentrations de déformation et à ce moment-là, réduire la possibilité de faire des défauts. On peut le voir ici sur la figure à droite, dans laquelle l'idée même de la fabrication additive, qui est de déposer là où on veut, comme on veut, avec les épaisseurs que l'on veut, nous permettent de proposer d'autres types de matériaux. En troisième point, on peut également intégrer des nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que je peux imaginer proposer à la fois une combinaison entre la géométrie et puis la fonction même du matériau. C'est-à-dire que si mon matériau est conducteur, je vais pouvoir imaginer proposer demain des moules qui puissent être thermoélectriquement actifs et puis permettre d'avoir des moules actifs. Alors, en termes d'opportunités économiques, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, le fait de partir sur la fabrication additive, on est sur une réduction de la quantité de matière, puisqu'on met la matière exactement là où il le faut. Et puis, on réduit la production de déchets. Donc, on peut voir cette opportunité-là de manière duale, à savoir économique, mais également écologique. On réduit aussi le nombre d'étapes concernant l'étape de conception. C'est-à-dire que si je regarde le processus traditionnel de conception, je conçois mon produit, ensuite je dois faire les outillages, je dois mettre au point le process, je fabrique, je teste, etc., etc. Ici, avec le processus additif, je vais concevoir mon produit, d'accord. J'aurai la liberté d'utiliser des outils de conception beaucoup plus pointus d'ailleurs. Et puis avec la fabrication additive, je vais avoir directement la réponse finalement physique de ma phase de conception. Et à ce moment-là, les allers-retours, les itérations sont beaucoup plus rapides. Et donc du coup, ça change complètement la donne sur les phases de conception. Donc là, c'est si on part du principe que ce soit un avantage en termes de prototypage. Mais la fabrication additive ou l'impression 3D des composites va même plus loin maintenant que le simple prototype. Alors, on revient en arrière si ça veut bien. Voilà. Autre point en termes d'opportunités économiques et écologiques, ça permet une production locale. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine souplesse en termes de process, puisqu'on peut aussi utiliser des matières beaucoup plus locales. On peut flexibiliser en fait la chaîne de production. Je vous ai mis ici quelques exemples de produits qui sont faits à partir de matériaux composites à renfort continu pour la plupart. Donc pour vous montrer la complexité de forme que l'on peut atteindre et puis la taille. Donc ici c'est un bateau qui a été fait et qui est fait en polyamide vert. Voilà, ici c'est un bateau qui a été fait en polymère pur. Donc les tailles sont quand même assez importantes, plusieurs mètres de long. Ici c'est pour vous montrer les formes complexes dans lesquelles aussi on peut utiliser différents types de matériaux avec des rigidités, des gammes de rigidité extrêmement importantes. Bon là des casques, etc. Ici ça c'est un concept de Michelin qui est déjà sorti il y a 2-3 ans. Donc dans lequel on est sur une logique différente, c'est-à-dire on a les propriétés de la matière, donc on va dire les éléments qui sont dedans, et on a les propriétés de la structure qui sont composées de la matière et de l'ensemble des cellules. Et donc là, c'est une nouvelle façon de concevoir également. Et puis les drones qui sont extrêmement friands de cette fabrication additive. Donc si je décris un petit peu le processus de fabrication additive, c'est quand même un point qui est assez original. C'est quoi? Donc on parle de méthode de fabrication par ajout de matière. Donc là, c'est quand même déjà quelque chose qui est complètement différent à la façon de réfléchir. Et puis surtout, on part d'un objet, on va dire, numérique, d'un modèle numérique pour aller à un objet physique. Donc, ce qui veut dire que dans la chaîne, on commence par un modèle CAO. La première étape, c'est le modèle CAO, modèle 3D. Ensuite, on va avoir une conversion dans différents types de fichiers pour ensuite communiquer avec l'imprimante pour pouvoir faire la pièce. Alors, on va détailler un petit peu ça ensemble. Donc, dans un premier temps, le modèle 3D se fait soit par des logiciels de CAO, CATIA, SolidWorks, etc., soit par des techniques de digitalisation qui permettent de récupérer
des formes. Et donc là, on part de scanners 3D qui peuvent permettre de convertir finalement l'objet physique en objet numérique. Donc ça, ce sont des outils typiques du bureau d'études. Mais on peut aussi avoir des bases de données communautaires, ce qui est quand même assez nouveau aussi dans la logique de la fabrication additive, cet espace communautaire et open source, avec des sites comme Thingiverse, Scrap 4D, 4, pardon, qui permettent pour des pièces relativement courantes de les récupérer et puis directement ensuite de les imprimer. Le fichier STL, c'est quoi? C'est que l'on va convertir finalement cette CAO-là en un fichier qui soit directement récupérable par un logiciel de découpe. Alors, on verra ça juste après. Donc, ici, ce fichier STL, ça va encoder l'ensemble des informations du modèle 3D. Alors, je vous montre ici de manière très, très schématique. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes de petits triangles qui vont permettre de schématiquement reprendre la géométrie de notre produit. Maintenant, une fois qu'on a ça, si j'envoie ça directement à l'imprimante, elle va être incapable de savoir de quelle manière il faut gérer les trajectoires. Et là, il faut passer par un logiciel de tranchage qu'on appelle slicing, typiquement, hein, et qui va permettre finalement de créer des couches 2D. Alors là, on le voit un petit peu, hein, ce qui fait que on va additionner des couches les unes sur les autres, et il va falloir être capable de piloter les trajectoires dans le plan et puis potentiellement hors plan pour définir un cadre qu'on va appeler un fichier G-code et qui va être finalement l'ensemble des ordres que l'on va lancer à l'imprimante. Et l'imprimante ensuite va pouvoir piloter à la fois ses trajectoires, la température, etc., etc. Donc voilà globalement les 3 étapes extrêmement importantes qui nécessitent quelques compétences pour pouvoir imprimer en 3D, que ce soit un polymère, un métal, un composite, ce qu'on veut. Alors, si je regarde un petit peu sur ce qui existe aujourd'hui sur l'impression 3D de matériaux composites. Alors, je vais être direct avec vous, je me focalise sur l'impression de renforts dits continus. Parce qu'aujourd'hui, on peut imprimer des filaments avec des particules, avec des fibres courtes qui atteignent des niveaux de performance qui sont modérés. Et si on veut grimper en termes de performance, on peut imprimer des renforts continus donc de 2 types de manières. Soit on a un système d'impression dans lequel on va avoir une buse, donc un moyen d'imprimer simplement du polymère pur, et puis on va avoir une autre buse qui va déposer la fibre seule. Et on va avoir cette possibilité de pouvoir imprimer de manière in situ, à faire le mélange à façon, et ainsi de pouvoir ajuster le taux de fibre à façon. Et ça, c'est aussi une nouveauté. C'est-à-dire que localement, on peut faire varier le taux de fibre. Et ça, aujourd'hui, avec des techniques de thermocompression ou d'infusion, c'est extrêmement, extrêmement compliqué de pouvoir imaginer ça. Le revers de la médaille, c'est que le taux de porosité est assez complexe à maîtriser. C'est-à-dire qu'on a des taux de porosité qui sont relativement élevés lorsqu'on fait l'imprégnation in situ. Et puis, le contrôle des trajectoires est relativement complexe puisqu'il faut faire le mélange. Et ça, c'est pas ça. On peut imaginer aussi la pré-imprégnation. C'est-à-dire que je vais utiliser directement des filaments qui sont dits pré-imprégnés, à la fois comportant la matrice et le polymère. Je fais une petite parenthèse. On parle très souvent, très très souvent, de polymères thermoplastiques. L'impression 3D aujourd'hui se focalise en énorme majorité sur les polymères thermoplastiques. Donc l'avantage de la pré-imprégnation, c'est la qualité d'imprégnation, d'accord, et la qualité d'impression, pardon, notamment par rapport à ce qu'on pouvait faire in situ. La grosse difficulté, ça va être d'ajuster le taux de fibre, parce que ça, on ne pourra pas le faire, puisqu'il va être conditionné par le filament, hein, et la possibilité de disposer peut-être de moins de paramètres process par rapport aux paramètres in situ. Mais je vous rassure, il y a déjà un paquet de paramètres process qui permettent d'imaginer, designer des matériaux et de fabriquer des matériaux de manière extrêmement originale par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Et puis en termes de disponibilité coût-matière, parce que le coût des filaments, c'est un enjeu majeur, parce qu'aujourd'hui, les filaments coûtent extrêmement cher par rapport au coût de la matière. Alors, si je jette un coup d'œil sur les niveaux de performance, c'est évidemment ce qui nous intéresse, regardez un petit peu aujourd'hui où on en est. Alors, je vous présente un premier graphique avec le module d'élasticité en fonction de la fraction volumique de renfort, puisque c'est ça qui conditionne les propriétés mécaniques, hein.
Donc en rouge, ici, on a les propriétés de la matrice seule. En noir, on a les propriétés de composites thermoplastiques avec des renforts carbone. Donc on le voit en fonction de différentes fractions volumiques de renforts. En jaune, le vert. En bleu, ici, c'est Kevlar. Et puis en rose, c'est le composite à renfort continu de carbone, mais fait de manière conventionnelle. Thermocompression, infusion, RTM. Et ce qu'on voit, logiquement, les propriétés du carbone, que ce soit sur le module ou sur la résistance à la rupture, eh ben, le carbone est au-dessus des autres fibres, ça, il n'y a pas de souci. Mais si je me focalise vraiment sur l'effet du process, à savoir le carbone continu imprimé versus le carbone continu, disons thermocomprimé, RTM, etc., etc., on voit qu'on est un peu en dessous en termes de rigidité, on voit qu'on est un peu en dessous aussi en termes de contrainte à la rupture, même s'il y a un peu de chevauchement. Donc, le fait qu'on ait des propriétés un peu plus faibles avec l'impression s'explique de plusieurs manières. Un, parce que très souvent, on est limité par le taux de fibre. Là, je vous ai pas forcément mis, mais on peut monter encore plus haut sur les procédés conventionnels parce qu'on peut appliquer une pression qui est forte en fait. Et l'impression est limitée par le fait que la pression qui est appliquée derrière est relativement faible. On est aussi limité par le fait que on est sur la plupart du temps aujourd'hui, on utilise des machines dites sur étagère. Et ces machines-là ont une possibilité assez limitée en termes de paramètres ouverts et une possibilité assez limitée aussi de passer les matières que l'on souhaite. Donc ça, c'est un point assez important. J'ouvre malgré tout cette slide-là avec une réflexion qui est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut absolument comparer les niveaux de performance par rapport au conventionnel. Bon, très bien, c'est un fait. Mais vu que le gros avantage de la fabrication additive, c'est de pouvoir proposer des géométries extrêmement complexes et surtout des géométries qui sont liées avec des schémas d'optimisation prédéfinis, est-ce que la performance intrinsèque de la matière, est-ce que c'est ça la finalité? Eh ben moi je me pose la question, c'est pas forcément ça. Je pense que c'est la combinaison de la performance et de la géométrie qu'on est capable de faire. Alors, si je résume un peu les compétences de l'Institut Carnot sur ces points-là, dans un premier temps, ces compétences sont en lien avec l'étape de conception et d'optimisation, avec ce qu'on appelle virtual prototyping, c'est-à-dire les outils de simulation et de modélisation des process et puis des propriétés que l'on pourra récupérer. Mais c'est aussi les étapes d'optimisation topologique et paramétrique, c'est-à-dire de quelle manière, ou mathématiquement, en utilisant des algorithmes type réseau de neurones ou type machine learning, de quelle manière on vient déposer la matière pour pouvoir coller au mieux par rapport au cahier des charges prédéfini. Donc ça, c'est un point original et qui convient bien avec la fabrication additive. En deuxième point, on parle de la fabrication. C'est-à-dire qu'au sein de l'Institut Carnot et précisément aussi au niveau de l'IRDL et de sa plateforme technologique, on est capable de produire des filaments à façon. Et je vous disais que c'était un verrou juste avant. Donc ces filaments-là, que ce soit des filaments à renfort continu, discontinu, avec des polymères techniques, c'est-à-dire des polymères qui montent très haut en température ou des polymères, on va dire, plus conventionnels, que ce soit des polymères bio, etc., on a ces capacités-là donc pour répondre aux cahiers des charges et aux demandes de la part de l'industrie. En termes d'impression, on dispose d'une large gamme d'imprimantes en termes de taille et en termes de type d'imprimante, de technologie d'impression. Ça, voilà, on en a fait. Et puis, vu qu'on parle de modification ou de production de filaments à façon, et je vous disais que la plupart des imprimantes sont fermées à l'heure actuelle, on est capable aussi de modifier les imprimantes pour pouvoir passer les matériaux que l'on produit. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée, puisque ça permet d'aller beaucoup plus loin sur l'innovation, avec la possibilité de passer des composites techniques, des composites bio avec des renforts discontinus ou continus. Et puis en termes de caractérisation, on se focalise sur les caractérisations qui sont multi-échelles, donc à différentes échelles, de la fibre jusqu'au pli, enfin jusqu'au stratifié en passant par le pli, etc. Et puis ce sont aussi des caractérisations multiphysiques qui intègrent les problématiques de couplage, thermomécanique, thermo-hygromécanique, photothermomécanique, etc., etc. Donc je vais terminer par l'exemple d'un projet que l'on a sur ces problématiques d'impression 3D et de composite. C'est un projet que l'on a avec l'IRDL, le groupe de recherche qui est dédié à
à l'innovation biomimétique pour le développement de composites. L'Agence spatiale européenne, l'IRT Saint-Exupéry, l'Université de Bristol et puis le PIM. L'idée, c'est quoi? C'est de développer les structures intelligentes pour des futures stations lunaires potentiellement, à partir de ressources lunaires, pour permettre de faire des systèmes de trackers solaires, donc des panneaux solaires qui, comme les tournesols, s'orientent face au soleil et de manière autonome, c'est-à-dire sans électricité, sans rien. Simplement en architecturant le matériau et en utilisant le chargement environnemental lunaire sur les grandes variations de température. Donc, il y a une partie de formulation des filaments, d'impression, de caractérisation multiphysique et puis de conception et d'optimisation. Et par là, on produit nos propres composites. Donc, on voit un peu les types de matériaux. Ici, on est sur un polyamide de carbone dans lequel on est capable d'atteindre des taux de porosité de l'ordre de 1 à 2%, sans avoir d'étape de post-consolidation. Ça, c'est important. Et puis, voilà, je vais terminer là-dessus. Et puis, je vous remercie.